Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez tous. Au nom de toutes les éditions Maison des Langues, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Nous sommes très heureux de pouvoir l'organiser avec des professeurs d'allemand d'un petit peu partout en France et de pouvoir aussi convier deux de nos auteurs, deux auteurs de la collection Fantastisch qui vont nous parler depuis Metz en direct. Alors pendant toute la durée du webinaire, vous aurez la possibilité de poser vos questions par écrit. Vous avez normalement une fenêtre questions et réponses sur votre écran. Donc vous pouvez vraiment poser des questions, mais aussi faire des commentaires. Et je lirai les questions et les commentaires aux auteurs à la fin de chacune des parties de la conférence et tout à la fin également. Donc on a envie que ce soit réellement un échange avec vous. Surtout, n'hésitez pas si vous avez la moindre réaction. Alors, donc, les deux intervenants que nous avons aujourd'hui sont Nolwenn Haas et Sébastien Lechner, que je vais présenter un petit peu. Alors, Nolwenn est professeure agrégée, elle est enseignante également au collège Jacques-Yves Cousteau de Creuswald. Elle est formatrice dans l'académie de Nancy-Metz et ses toutes dernières formations ont porté sur la différenciation pédagogique, sur l'accompagnement personnalisé, sur l'entraînement à l'expression orale en continu et sur l'approche culturelle et interculturelle liée à la problématisation dont nous allons parler aussi aujourd'hui. En parallèle de cela, donc, elle mène un certain nombre de projets, en particulier un projet de théâtre en allemand, des projets transfrontaliers de découverte d'entreprises et des projets multilingues en classe de collège. Alors Sébastien, de son côté, est également professeur agrégé. Il enseigne, lui, au collège Paul Verlaine de Mézières-les-Messes et il est lui aussi formateur dans l'académie de Nancy-Metz. Les dernières formations qu'il a animées portaient sur le thème de la prise en compte de l'hétérogénéité, la différenciation pédagogique et l'allemand comme levier de réussite pour le parcours de l'élève. Lui aussi mène un certain nombre de projets en parallèle de ses formations et de ses cours, en particulier donc, la prise en compte des élèves à besoins éducatifs particuliers au sein des classes. Il mène également un échange avec une école allemande et il réalise des projets franco-allemands en lien avec le devoir de mémoire de l'association des anciens combattants de Mézières-les-Messes. Voilà donc pour nos auteurs qui donc en parallèle travaillent sur la collection Fantastisch et sont en train donc de travailler sur le tout dernier niveau, donc le Fantastisch 4 que tout le monde attend avec beaucoup d'impatience et qui sortira au printemps 2019. Voilà, si vous avez des questions là-dessus aussi, n'hésitez pas à la fin de la présentation. Alors aujourd'hui, donc, le thème du webinaire va être l'approche culturelle et interculturelle au collège avec Fantastisch. Donc c'est vraiment un thème qui est au cœur des nouveaux programmes de langue du collège. Et donc pour traiter ce thème, Nolwenn et Sébastien vont répondre à la question quel est le rôle de l'ancrage culturel. Ils vont répondre à cela en plusieurs points. Alors tout d'abord, donc, dans les rôles, c'est une nécessité pour le développement de nos sociétés. C'est une façon de développer l'esprit critique des élèves. C'est une façon d'éduquer à l'altérité et aux compétences de médiation. Ça a aussi un impact positif sur la motivation des élèves. Et puis pour finir, donc on s'interrogera sur la façon dont on peut définir une problématique interculturelle. Voilà, donc je vais laisser la parole à Sébastien et à Nolwenn. Encore une fois, on compte sur vous pour réagir, poser des questions, demander des précisions, etc. Et puis je vous retrouve donc de temps en temps tout au long de la présentation. À tout à l'heure, merci. Alors, bonjour à tous. Bonjour. On va commencer donc par le premier point qui répond à la question, qui donne un aspect de l'importance de l'ancrage culturel dans nos séquences de langue vivante. Alors, c'est vrai que après les derniers événements qui se sont déroulés ces 3 dernières années, on est tous tombés d'accord sur la nécessité de parler des différences culturelles pour le développement de nos sociétés. La dernière réforme des collèges parle de la nécessité d'ancrer l'apprentissage dans la culture de l'ère linguistique concernée.
Quand on regarde l'intitulé du nouveau socle commun, il s'appelle Socle commun de connaissances, de compétences et de culture. C'est donc une priorité pour la nouvelle réforme du collège de mettre l'accent sur la découverte de la culture des différentes langues étudiées. Cet apprentissage est quelque chose de progressif. Il commence dès le cycle 2, où on amène les enfants à observer des faits de culture et de développer, on les amène à développer leur sensibilité à la différence et à la diversité. Ensuite, de manière spiralaire, bien sûr, au cycle 3, on les amène à explorer de manière plus fine certains aspects de la culture étudiée. Donc là, on va vraiment leur apprendre quelques coutumes, quelques traditions. Pour nous, en tant que professeurs d'allemand, donc les traditions de la culture allemande. Et puis au cycle 4, on les met vraiment en situation de réflexion. On aimerait qu'ils fassent en fait une comparaison, qu'ils mettent en perspective les éléments de la culture qu'ils découvrent avec leurs propres références personnelles. Ce sont des élèves qui sont parfois d'origine différente, qui ont chez eux des cultures différentes peut-être, et en tout cas une sensibilité différente, une histoire personnelle, et on les amène au cycle 4 à comparer, à se détacher de plus en plus de tous les clichés qui peuvent être colportés sur les différentes sociétés et en particulier sur la société allemande. Alors, cet ancrage culturel dont nous parlons est également une nécessité pour nous en tant que prof d'allemand, puisque c'est l'ancrage culturel qui va, dans nos séquences, donner la plus-value au cours d'allemand. C'est l'ancrage culturel qui va faire de nos séquences des séquences uniques qui vont se différencier d'une séquence qu'on aurait pu faire en anglais, en espagnol ou en italien. Pourquoi? Parce que derrière la langue se cache une culture, une représentation du monde qui s'ancre dans un réel et un imaginaire, et c'est ce que l'élève se représente de cette culture, de cette réalité qui se cache derrière la langue, qui va le motiver et lui donner envie d'aller découvrir le pays et d'aller découvrir plus loin. Donc, le cours de langue vivante est le lieu par excellence qui permet de développer l'ouverture aux autres, à leur culture, à leur langue, à leur manière de vivre ensemble, à leur manière de vivre en société. Et c'est pourquoi, dans les manuels de Fantastiche, chaque séquence donne lieu à un ancrage culturel fort et assumé, dont on peut se rendre compte dès les pages d'ouverture, où on se rend bien compte, où on verra des exemples par la suite, qu'on a dès l'entrée un ancrage culturel fort, peu importe sur toutes les thématiques. Alors, ce qui est important, c'est bien sûr de confronter les élèves dès le plus jeune âge à différentes natures de documents. Des petites vidéos, des chansons. Ce sont des documents authentiques qui peuvent paraître parfois peut-être un petit peu difficiles pour des débutants, mais il est important vraiment de les confronter très tôt à de vraies petites chansons. Je ne sais pas si vous vous souvenez du rap de Fantastisch 1 dans la première unité, ou même c'est l'unité 0 où on parle de l'alphabet. Eh bien là, c'est vraiment une chanson enregistrée et que les jeunes Allemands peuvent écouter eux aussi. C'est tous les documents que l'on propose et dès le premier tome de Fantastisch sont des documents allemands, des poèmes, des chansons, des légendes, des contes. C'est vraiment quelque chose que on va pas s'interdire et au contraire on va encourager la confrontation à ces différents documents dès les débuts dans l'apprentissage de la langue allemande. Donc, si on veut prendre un exemple, par exemple,
de cela. Dans le Fantastiche deuxième année, on a un chapitre sur le thème de l'amitié. Et si on prend le premier schritt de ce chapitre, on voit bien sur cette deux doubles pages, dès le début de la double page, un document authentique qui nous saute un petit peu aux yeux, c'est ces deux petites annonces que l'on pourrait trouver sur le site de l'OFAGE et qui vont permettre aux élèves d'entrer dans le thème de l'amitié. Et on voit bien là qu'on ne va pas traiter le thème de l'amitié pour le thème de l'amitié, mais qu'on a bien des documents authentiques et qui vont vraiment ancrer culturellement de manière forte ce thème-là. Donc évidemment, on vise la vraisemblance, hein, on ne parle pas, fait pas semblant. On peut d'ailleurs très bien après apporter sa contribution au site de l'OFAGE, hein, c'est ce qu'on préconise d'ailleurs, ce qu'on invite les élèves à faire dans la première tâche intermédiaire, le Zwischenstopp 1. Et on voit aussi qu'on confronte les élèves très rapidement avec des documents authentiques comme cette vidéo là qu'on voit à la page 31 du manuel et qui est une vidéo qui met en scène donc le premier contact de correspondants, un correspondant français, un correspondant allemand. On y va, hein, on ne se prive pas et surtout on le fait de manière progressive et régulière. Alors, en termes de régularité, on notera également qu'à la fin de chaque séquence de Fantastiche 2 et 3, nous avons eu la chance d'avoir un auteur jeunesse allemand, donc Leonard Thomas, qui a réalisé pour chaque séquence des petites lectures suivies. Alors là, c'est sur le thème de l'amitié, donc du Barachon, mais on a la possibilité, donc à la fin de chaque séquence, de confronter les élèves à des textes plutôt longs et de les exploiter soit de manière assez, on va dire, classique, sous forme de compréhension de l'écrit, ou alors d'aller plus loin, de leur faire jouer les scénettes. On a la possibilité pour chacun de ces textes de proposer une mise en scène. On a la possibilité également de leur faire entendre l'histoire, puisque l'auteur lui-même a lu ces histoires, et on a la possibilité de les faire écouter aux élèves. Alors c'est très important, hein, cette confrontation à des textes authentiques assez longs, hein. Donc là on est en deuxième année, donc un texte de 51 lignes, on ne s'en prive pas. Ces textes-là sont très très facilement adaptables pour des scénettes au théâtre. Faire jouer les élèves permet de les sensibiliser aussi à la langue de manière plus sensorielle, hein, sensitive. Effectivement, ils se mettent les mots en bouche, ils jouent leurs scénettes, ils ont un rapport, on va dire, physique et artistique à la langue, et c'est ce qu'on espère développer chez nos élèves pour qu'ils s'approprient de manière efficace et durable la langue qu'ils apprennent. D'autant que chaque scénette ou chaque petite histoire de lecture suivie se double en fin de page, comme vous pouvez le voir à la fin de la page 43, d'un petit travail sur l'intonation qui est généralement particulièrement apprécié des élèves et qui les fait progresser et apprendre des expressions idiomatiques qui peuvent leur servir dans les situations de la vie quotidienne. Voilà, alors là, on arrive à la fin de la première partie. Est-ce que vous avez des questions, des réactions, des demandes de précision? N'hésitez pas à utiliser donc la fenêtre questions et réponses si jamais vous avez envie qu'on vous précise certaines choses. D'accord. Ah oui, alors, une question apparemment. Non, tout est très clair. Donc, écoutez, c'est parfait. On continue avec la partie 2 alors. Donc, la deuxième partie, dans cette deuxième partie, nous allons aborder l'ancrage culturel ou la dimension culturelle et interculturelle comme une façon de développer l'esprit critique des élèves. Donc, un des objectifs de l'école est de former des esprits critiques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par développer l'esprit critique des élèves? Ça peut passer par plusieurs choses. Peut-être développer leur curiosité pour ce qu'il se passe ailleurs que chez eux, s'en inspirer et avoir un esprit critique, c'est peut-être aussi leur apprendre à avoir une forme de distance par rapport au monde qui les entoure. Et ces compétences interculturelles que l'on cherche à développer chez nos élèves
sont d'autant plus importantes qu'elles permettent à ces adolescents d'entrer dans des dynamiques avec des partenaires étrangers qu'il s'agit dans toutes les situations de la vie. Ça pourra leur servir quand on va, par exemple, avoir un échange avec des Allemands. Ça va leur servir quand ils iront au collège ou au lycée en voyage en Allemagne, en Autriche ou en Suisse. Mais surtout, cette compétence interculturelle va leur être grandement utile dans leur vie future, dans leurs études supérieures ou dans leur vie professionnelle plus tard. Et certain que les employeurs recherchent des personnes qui ont développé ces compétences interculturelles. On sait que la langue de communication la plus répandue dans le monde de l'entreprise, c'est l'anglais. Néanmoins, les employeurs le disent de plus en plus souvent, si les élèves se contentent de parler anglais sans aller vers l'interlocuteur, sans dire qu'ils sont au courant de telle ou telle coutume, il manque quelque chose. Il y a une partie de la communication qui n'est pas transmise. Et bon nombre de marchés sont conclus autour d'un bon repas, par exemple, parce que c'est à ce moment-là que les interlocuteurs peuvent aussi faire passer une grande partie de leur culture. Et dans ce cadre-là, la dimension culturelle a vraiment un grand rôle à jouer. Pourquoi? Parce qu'on dit que la compétence interculturelle se développe par la mobilité. Alors certes, il y a la mobilité physique, mais parfois on n'a pas la possibilité de mettre en place des mobilités physiques. Et à ce moment-là, faire voyager les élèves, ben, le but c'est aussi de les faire voyager en classe à travers les documents qu'on leur propose, à travers la réalité qu'on leur fait transparaître de l'Allemagne et des pays germanophones, à travers les séquences qu'on leur propose. Alors, un petit exemple, une petite illustration de ce dont on vient de parler. Donc, un extrait de la séquence sur l'engagement dans le Fantastique troisième année. Et on voit bien sur cette page où il est question de Schule mit Courage, que dès le début de cette page, on a affaire à deux documents authentiques. Un premier document authentique qui est une affiche de Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage de la Bundeskoordination qui se double d'une vidéo. Et on voit bien que la démarche ici est totalement progressive. On commence dans l'activité A par une activité assez descriptive. On va demander aux élèves de chercher des renseignements, de décrire ce qu'ils voient sur la fiche, pour ensuite leur demander, par le visionnage de la vidéo, de chercher des renseignements sur l'action, Schule mit Courage. Et enfin, on voit que en activité E, on les amène à comparer ce qu'ils ont découvert de cette initiative allemande à ce qui se fait chez eux. Et à ce moment-là, par le fait de leur demander de comparer, on a peut-être aussi derrière l'idée qu'ils pourront peut-être s'en inspirer pour peut-être à leur tour proposer des choses. Donc ne pas se limiter à simplement exprimer des choses en allemand sur ce qu'ils pourraient faire dans leur établissement en s'inspirant de ce qu'ils ont découvert en Allemagne, mais peut-être le faire réellement. Et là, on voit bien que le cours d'allemand, cette activité peut complètement déborder sur le cadre du cours d'allemand pour aller vers quelque chose de plus abouti, où on pourrait par exemple travailler avec le professeur d'histoire-géographie sur l'EMC, et dans le cadre du CVC, se demander est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place nous-mêmes dans notre établissement des choses qui s'inspirent de ce qu'on a découvert dans le cours d'allemand. Voilà, et quand on regarde ne serait-ce que cette affiche-là, on remarque que la société allemande n'est pas non plus uniforme. Ça permet aussi aux élèves de s'en rendre compte. Elle est multiculti, elle est multiforme, comme toutes nos sociétés actuellement. Ça permet aussi de faire des rapprochements, d'avoir une prise de conscience, de montrer quelles sont les différences, mais aussi les ressemblances qu'il y a entre la société allemande et la nôtre, et de prendre, bien sûr, de réagir face à ça, en se disant, bah, tiens, cette initiative est intéressante, est-ce qu'on pourrait l'appliquer chez nous en France? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que... Pourquoi ça marcherait? Peut-être que ça ne marcherait pas. Pour quelles raisons? Il faut savoir effectivement expliquer toutes ces raisons. Il faut que l'élève en ait conscience.
Alors, il y a Madame Vauchevalier qui fait remarquer que c'est une approche qui s'inscrit assurément dans les parcours de collège. C'est c'est une façon de traiter les parcours aussi? Tout à fait, Tout à fait. hein, tout à fait, effectivement. On ne peut plus concevoir notre enseignement comme un enseignement, simplement l'enseignement des langues vivantes, mais il faut partager, il faut travailler en interdisciplinarité et s'inscrire dans des parcours. Chacune de nos séquences doit s'inscrire, chacune de nos séquences doit s'inscrire dans un parcours, effectivement. Donc là, on voit bien qu'on aurait pu tout à fait raccrocher cette activité au parcours citoyen, par Parcours exemple. citoyen. Et Madame Acoli, en fait, demande si on parle dans Fantastige de la culture africaine, parce qu'elle est africaine et le manuel de première année sera utilisé l'année prochaine dans son établissement au Togo. Alors, pas directement, mais on fait référence à toutes sortes de cultures. Alors, on fait pas référence spécifiquement à la culture africaine. Néanmoins, dans nos documents, dans tous les documents, Oui. dans les différents manuels, on a des personnes de diverses origines qui vivent toutes en Allemagne ou en Autriche. Et de toute manière, on l'a bien vu à travers cette diapositive ici, toutes les séquences de Fantastige proposent des démarches contrastives. C'est-à-dire qu'à plusieurs moments des séquences, les élèves ont la possibilité de comparer leur culture, d'exprimer leur réalité à eux et de la comparer avec ce qu'ils découvrent. En tout cas, on les encourage On à les le encourage faire, fortement à le vraiment. faire. D'ailleurs, c'est vraiment aussi pour mettre en valeur la richesse de la diversité. Nos classes, dans nos classes, on a des élèves de différentes origines. Il faut vraiment qu'ils voient ça comme une chance. Et les comparaisons, les rappels, les comparaisons au niveau linguistique aussi sont encouragées. D'ailleurs, à ce titre, quand on parle de démarche comparative et contrastive, l'objectif n'est pas systématiquement de dégager ce qu'il y a de différent dans la culture allemande de la nôtre, mais bien de voir aussi les ponts, voir les choses qui se ressemblent, voir sur quel point nos cultures se ressemblent, se rassemblent, et sur quel point certaines choses fonctionnent différemment, et comment on peut s'inspirer de ce qu'on découvre, ou peut-être aussi s'en distancier et dire, voilà, chez nous ça se passe comme ça, je trouve que c'est mieux, etc. Enfin, Voilà, et bien sûr, il n'est pas le but, c'est pas non plus de dire que en Allemagne c'est mieux que chez nous, hein, c'est pas du tout ça. On veut vraiment développer cet esprit critique, que nos ressemblances permettent aussi d'être des leviers pour mieux comprendre les différences. Et là, il s'agit de toutes les origines, hein, et on compare à divers moments de la méthode les différentes cultures. la démarche de Fantastique n'est pas qualitative au sens où on ne veut pas montrer que l'Allemagne c'est vraiment beaucoup mieux qu'ailleurs, mais voilà, c'est une démarche comparative, contrastive et interculturelle tout simplement. Très bien, merci beaucoup. Ben, je vous laisse passer à la partie 3, donc sur l'éducation à l'altérité et aux compétences de médiation. Voilà, effectivement, pour ceux qui ont suivi aussi l'évolution du CECRL, la compétence de médiation interculturelle a été vraiment remise à l'honneur. Elle était déjà par le CECRL, mais maintenant elle a été encore plus mise en avant pour que le CECRL ne soit pas qu'un outil de communication ou ne fasse pas en fait de nos cours de langue simplement des cours de communication, mais aussi des cours dans lesquels la culture a toute sa place. Donc, il faut effectivement qu'on encourage nos élèves à faire des ponts entre les cultures. C'est vraiment le thème qu'on abordait à l'instant. Et à développer ces compétences de médiation culturelle et interculturelle. Qu'est-ce qu'on entend par médiation culturelle? C'est d'être capable donc d'expliquer ce qu'on a appris au sein de notre cours de langue, de l'expliquer peut-être à une personne qui ne connaît pas l'allemand, qui ne connaît pas la culture allemande. C'est également
faire le lien, être une personne ressource dans un groupe, quand par exemple on fait, on a besoin de compétences, de connaissances sur la culture allemande, nos élèves doivent se transformer en petits ambassadeurs, hein, de la culture allemande. Alors, on a certaines tâches que l'on propose au niveau de nos projets. Donc ici, c'est dans le manuel Fantastique 3 sur troisième le année. thème, voilà, sur le thème du sport. C'est-à-dire que c'est avant tout dans les Zwischenstopps, dans les tâches intermédiaires ou dans les tâches finales que l'on va vraiment pouvoir s'apercevoir qu'on a intégré des tâches de médiation. Si on regarde ici par exemple à la page 24, le premier Zwischenstopp, il est demandé aux élèves de réaliser une interview pour une radio allemande sur le thème des jeunes et du sport. Et donc, on voit bien dans les consignes qui sont données que la tâche mêle une activité de médiation puisqu'on demande aux élèves d'exprimer ce qu'ils ont appris des pratiques sportives des jeunes dans les deux pays, donc en France et en Allemagne. Et ensuite, on a ici bien cette démarche contrastive de se positionner en disant ben, et vous, qu'est-ce que vous faites comme sport, lequel, est-ce que vous aimez le sport, pourquoi, etc. Donc il y a à la fois la possibilité pour l'élève de s'exprimer sur ses goûts, sur ses envies, sur ce qui se passe dans sa vie à lui, mais en même temps, il y a cette partie de médiation où on lui demande de réutiliser ce qu'il a appris sur la culture allemande du sport et de l'expliquer à ses camarades. D'ailleurs, si on regarde le project de cette unité, donc là, on a fait un zoom sur cette tâche finale. Les élèves sont invités à écrire, à créer un quiz sur les contenus du chapitre et notamment sur tout ce qu'il a appris sur la culture sportive en Allemagne, les jeunes Allemands, le sport, les personnalités qu'il aurait découvertes dans l'unité, les manifestations sportives organisées très souvent en Allemagne, évidemment la Mannschaft, hein, l'équipe de foot allemande, et puis tout ce qu'il aura appris au niveau lexical. Là, c'est aussi une activité de médiation qui est un petit peu différente puisque on se met donc dans la peau d'élèves qui pourraient organiser ce quiz, cet échange lors, par exemple, d'une fête européenne, fête des langues, semaine des langues, journée porte ouverte. On mettrait en fait à l'honneur les connaissances culturelles des élèves de manière un peu plus ludique. Alors, monsieur ou madame, je ne sais pas, Prévost demande si vous pouvez donner des exemples supplémentaires de tâches dans lesquelles les élèves utilisent la médiation, peut-être pour que ce soit un petit peu plus clair encore. Oui. Alors, madame Prévost, donc effectivement, au niveau des tâches de médiation, alors on a vu cette interview. Il y a par exemple il y a le thème aussi dans le Fantastique deuxième année sur la séquence 5 intitulée Deutschland feiert. La tâche finale proposée est de réaliser une fête à l'allemande et où là les élèves sont censés aussi intégrer et expliquer à leurs camarades tout ce qu'ils ont découvert sur la manière allemande de faire la fête, qu'il s'agit de la musique, de la manière d'organiser les fêtes ou ce genre de choses. Également dans le chapitre dans Fantastic 2 sur la ville, donc Meine Welt, là on invite les élèves à rendre compte des aspects innovants du développement des villes en Allemagne ou même pas forcément en Allemagne d'ailleurs, dans tous les pays germanophones, et de mettre l'accent sur les solutions de vivre ensemble qui ont été proposées. Alors, ça permettra aussi ensuite aux élèves de discuter de cet intérêt, de ces solutions pour leur propre ville ou leur propre village. Voilà. Donc en fait, on rend compte de ce qu'on a appris à peut-être une classe parallèle qui n'aurait pas
qui n'aurait pas travaillé sur le même thème, oui, par exemple, ou qui n'aura pas travaillé sur le même thème. Peut-être à des élèves un peu plus jeunes. Donc on peut très bien imaginer que des élèves de 4e expliquent à des élèves de 6e comment ça se passe en Allemagne. Et sinon, effectivement, aussi dans la situation d'échange, là, on aurait les élèves français qui expliqueraient aux élèves allemands comment ça se passe dans leur pays. Après, ça peut être aussi des tâches de médiation qui sont moins ambitieuses qu'une tâche intermédiaire ou tâche finale. Je pense par exemple au chapitre sur la mode dans le Fantastique 2, où on fait découvrir aux élèves des stylistes allemands, Karl Lagerfeld, Augustin Teboul, Bernhard Wilhelm, des choses comme ça. Et là, on peut très bien imaginer également un travail différencié de petits groupes qui travailleraient sur un styliste et qui feraient découvrir ensuite aux autres ce qu'ils ont découvert de ce style, de ce styliste. Voilà, et Sandrine Quenet signale aussi que dans Fantastige 2e année, il y a apparemment une tâche qui consiste à transmettre des infos sur Bach. Ça vous dit quelque chose? Absolument. Tout à fait, c'est dans la première unité. Oui. Là, les élèves sont invités à redonner tout ce qu'ils ont appris pendant l'unité. Il me semble que la tâche en question, c'est justement de faire découvrir à d'autres élèves qui sont d'un autre pays ce que nos élèves viennent de découvrir sur Bach. Donc là, c'est vraiment une pure tâche de médiation. Parfait exemple. Voilà. Et puis il y a aussi une journée à décrire de la famille telle qu'elle aurait pu être vécue par la famille Bach. Et donc forcément, lors de cette tâche, les élèves sont obligés de reprendre de s'inspirer de tout ce qu'ils ont vu dans la séquence. C'est ça qui nous semble aussi intéressant dans les tâches de médiation, c'est que ce ne sont pas que des tâches de pure médiation, mais où les élèves peuvent justement s'inspirer de ce qu'ils ont découvert pour le refaire un petit peu à leur façon. Et Virginie Petit nous demande, elle dit que pour elle, la notion de médiation est assez claire. En revanche, elle aimerait bien revenir sur la notion d'altérité, parce qu'elle a du mal à la définir. Alors, l'altérité ici est à comprendre comme découverte de l'autre. Découverte de l'altérité, donc de l'autre. Aller vers l'autre. Ne pas rester franco-français, mais s'inspirer, aller à la découverte d'autres cultures, voilà. Ici, c'est vraiment dans le sens d'aller découvrir l'autre. Ouais, c'est ça. D'accord. Et sa culture. Très bien, merci beaucoup. Alors, je crois qu'on va passer à la partie 4, donc qui est quel est l'impact en fait de l'approche interculturelle et culturelle sur la motivation des élèves. Alors, donc évidemment, le premier objectif, en insistant sur l'ancrage culturel, c'est de donner envie aux élèves d'apprendre des langues et de s'ouvrir à d'autres cultures. Ce qu'on vise, c'est un enrichissement progressif des connaissances des élèves, de leurs compétences, et de conjuguer ce travail sur la langue à l'apport culturel. Ce qu'on veut, en fait, c'est combiner la langue et la culture. Pourquoi? Parce que toutes les deux sont liées et on ne peut pas les considérer séparément, ce qui reviendrait à nier ce qui est véritablement une langue. Une langue ne se définit pas seulement par des aspects linguistiques, mais également par tout ce qu'il y a de communication non verbale, par toutes les réalités culturelles qu'il y a derrière. Et donc, le but aussi, c'est de compter sur la curiosité des élèves. Le professeur, nous leur faisons découvrir cette altérité, ce qui se passe de l'autre côté de la frontière chez nos voisins, et on espère compter sur eux pour découvrir d'autres civilisations, d'autres cultures. Alors, pour revenir un petit peu, pour décrire la manière dont on a procédé dans la conception de Fantastige, et c'est d'ailleurs la manière qu'utilisent, je pense, tous les professeurs de langue pour concevoir leur séquence. On s'est d'abord mis d'accord sur des thématiques et on a particulièrement mis l'accent sur des thèmes qui ont vraiment un rapport, qui sont particuliers au monde germanophone. On s'est posé la question dans le choix des thématiques sur le petit plus ou la différence du monde germanophone par rapport à d'autres cultures. Et c'est ce qui a guidé nos choix.
Ce qui est important, bien sûr, c'est que cette thématique s'inscrive aussi dans l'une des notions culturelles du cycle, telles qu'elles sont préconisées par les programmes. Mais derrière, on a toujours en tête cette particularité allemande ou autrichienne ou suisse. Et avant de définir notre thématique, on va se poser la question, qu'est-ce que j'aimerais que mes élèves apprennent sur le monde germanophone? Ça, c'est d'abord au niveau des connaissances et au niveau de la réflexion. Qu'est-ce que j'ai envie, quel chemin j'ai envie qu'ils prennent ou quelle progression, quelle réflexion devraient-ils avoir? C'est quelque chose qu'on va redévelopper tout à l'heure en parlant aussi de la problématique. Mais là, vous avez sous les yeux, par exemple, la page d'ouverture du chapitre de la séquence sur le thème de l'amitié. Et là, on voit bien dès la page d'ouverture où on a affaire à un texte sur l'amitié franco-allemande, sur le traité de l'Élysée, pardon, et une affiche qui concerne les 50 ans du traité de l'Élysée, Einmal Freunde, immer Freunde, qui est un document authentique. On voit bien dès la page d'ouverture que ce qu'on a privilégié, c'est l'ancrage culturel, et qu'il ne s'agit pas de traiter le thème de l'amitié pour le thème de l'amitié, mais qu'on a dégagé un fil rouge qui s'inscrit dans une réalité culturelle allemande et qui va nous amener à montrer un certain nombre de choses aux élèves et à ne pas rester à simplement parler de l'amitié pour l'amitié. Voilà, alors ce qu'on voulait vraiment éviter, c'est que nos thèmes, comme celui de l'amitié, qui est un thème assez courant, traité dans toutes les méthodes, c'est un thème d'ailleurs au programme, que cette amitié-là, justement, ou que les documents qu'on propose sur ce thème soient transférables d'une langue à l'autre. Voilà. Tous nos documents sont inspirés par les spécificités culturelles du monde germanophone. Et on ne fait pas un thème pour faire le thème. Là, c'est l'amitié qu'on va décliner. On va vous montrer comment on l'a décliné. Mais on ne va pas faire non plus les animaux pour faire les animaux, pour ne le voir que de manière lexicale. Mais on va avoir à chaque étape vraiment ce souci de leur faire apprendre des choses sur la culture, sur la civilisation du monde germanophone. Qu'ils ne découvriraient pas s'ils faisaient la même chose en anglais, en espagnol ou en italien. Quand l'élève sort du cours d'allemand, il sait qu'il est sorti du cours d'allemand et qu'il y a une petite plus-value, un petit plus par rapport aux autres. Alors, on ne revient pas sur le Schritt 1 de cette séquence que nous vous avions déjà présenté précédemment. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, le petit l'encart de l'ophage avec les petites annonces, la vidéo authentique. Dans ce Schritt 2, là, il est vraiment question du thème de l'amitié entre adolescents. Donc, on traite tout le lexique et tous les moyens langagiers que l'élève a besoin, dont l'élève a besoin pour parler de son meilleur ami, de sa meilleure amie, de ses amis, etc. Mais on voit bien, notamment à travers la petite vidéo, qu'on a casé un document authentique d'un reportage de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, avec des petits textes en dessous. Voilà. Et effectivement, là, puisqu'on parlait de la diversité culturelle, hein, on se rend compte aussi que là, la diversité de la culture allemande est vraiment mise à l'honneur, puisqu'on a des jeunes filles de différentes origines qui parlent de leur relation à leur meilleure amie de différentes façons. Sur la page de droite, on voit aussi que la journée de l'amitié est particulièrement célébrée en Allemagne. On apprend qu'il y a le 30 juillet une journée internationale de l'amitié. Ce sont des petites des choses aussi. Si c'est international, c'est que ça doit exister chez nous aussi, mais chez nous, on n'en parle pas vraiment. Les élèves ne sont pas toujours au courant que ça existe. Voilà, et donc c'est vrai que c'est plus célébré en Allemagne. Pourquoi est-ce que c'est plus célébré en Allemagne? C'est intéressant de faire réfléchir les élèves là, sur ce thème. C'est d'ailleurs la même chose pour le 1er juin, pour la journée internationale de l'enfance. C'est très célébré en Allemagne, pas tellement chez nous. Pourquoi? C'est intéressant de les faire réfléchir à cette question. Si on regarde le Schritt 3, on voit qu'on allait beaucoup plus loin que simplement l'amitié entre deux élèves sur le thème général de l'amitié, mais qu'on allait plus loin. Alors, par exemple, on traite du thème des jumelages qui aura déjà été
peut-être abordé tout au début de la séquence, puisqu'on a traité du thème de l'amitié franco-allemande, et qu'on aura peut-être déjà précisé aux élèves que les jumelages entre villes françaises et villes allemandes sont une conséquence notamment du traité de l'Élysée. Peut-être l'aurez-vous aussi abordé parce que peut-être que l'un ou l'autre d'entre vous ont un jumelage actif avec une ville allemande. Et donc voilà, cette première partie traite de Berlin et de toutes les villes qui ont un jumelage avec cette ville. Voilà, alors c'est vrai que le côté, on va dire, multiculturel est aussi à l'honneur dans notre méthode. On ne veut pas centrer notre enseignement simplement sur les échanges entre l'Allemagne et la France, mais aussi inscrire ces échanges et l'importance de ces échanges dans toutes les relations entre les différents peuples. C'est vraiment un enjeu de civilisation pour essayer de faire en sorte que toutes les cultures se sentent respectées et pour éviter que certains peuples ne se sentent rejetés, stigmatisés dans nos sociétés, que ce soit en Allemagne ou en France, dans nos villes françaises. Alors là, on a un certain nombre de commentaires et de questions. Donc déjà, Madame Prévost qui vous dit merci pour ces idées précieuses qui éclaireront les collègues sur la médiation. Merci. On a aussi une réaction de Sylvie Secker qui dit ce que je trouve très bien dans cette démarche ancrée sur l'approche interculturelle, c'est la disparition du côté artificiel des activités proposées auparavant. Ici, tout est authentique, on ne fait pas comme si. Voilà. Alors, Aurélie Leboulet demande si les extraits de manuel que l'on vient de voir au sujet de la motivation sont tirés du niveau 2 ou du niveau 3 parce qu'elle n'a que le niveau 1. Alors, cette séquence en particulier est extraite du niveau 2 de Fantastisch. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on a choisi plutôt des séquences du Fantastisch 2 und 3 parce que d'ailleurs nous deux on a plutôt travaillé sur ces manuels-là et que il nous semblait qu'ils illustraient mieux notre thème. Voilà. Et il y a quand même une différence notoire aussi entre le Fantastisch première année et les deux suivants. C'est que dans le Fantastisch 2 et le Fantastisch 3, la culture est toujours intégrée dans les séquences. Non pas qu'elle ne le soit pas dans le Fantastisch première année, mais si vous vous rappelez bien, dans le Fantastisch première année, nous avons encore en fin de séquence les pages, je crois que c'est Kultur. Il y a des pages Kultur dans le Fantastisch première année qui ont disparu dans les Fantastisch 2 et 3 pour la simple et bonne raison que la culture est toujours intégrée à toutes les séquences au fil des différentes étapes des séquences. En fait, on voulait mettre l'accent sur cette démarche qui est bien d'intégrer la culture à chacune des étapes de notre séquence, même si les collègues le faisaient naturellement, mais là, on voulait vraiment que ça soit très visible et insérer la culture dans chacune de nos activités nous paraissait plus logique. On a aussi quelques réactions donc, sur l'impact de l'approche culturelle sur la motivation des élèves. Donc, Madame Accoli nous dit que les élèves sont hyper motivés quand on aborde la culture du pays cible. On a aussi Sylvia Genonceau qui nous dit tout à fait et encore plus lorsque l'approche culturelle est concrétisée par un échange qui permet de constater en live ce qui a été abordé auparavant. Tout à fait. Même si c'est difficile parfois, et il faut vraiment, de toute façon, c'est la plus belle activité, c'est d'engager l'échange. Michel Antonio, nous dit dans la même veine que l'approche culturelle est fondamentale dans l'enseignement de l'allemand. Et Madame Prévost nous dit elle aussi, tout à fait, pas de motivation s'il n'y a pas quelque chose à apprendre. Voilà, et on avait aussi, je crois, une petite question qui sort un petit peu du thème, mais on nous demande si il est possible de faire Fantastisch deuxième année dans son intégralité. J'imagine tout au long de l'année scolaire, en fait. Alors, oui, alors... En un an. En un an. Sinon, en 2 ans, sans problème. Oui, sans problème en 2 ans. Alors, effectivement, en un an, ça dépend des horaires qui vous sont impartis. Si vous avez 2h30 ou 3 heures par semaine, effectivement, ça peut faire une grande différence.
On peut le faire, mais on n'est pas obligé de le voilà, faire on de n'est pas toute obligé. façon. Hein. Et même, on aurait envie de vous dire que les séquences, on est très fiers des séquences que nous avons réalisées, mais que pour autant, il ne faut pas s'imaginer qu'il faille faire toute la séquence de la première activité jusqu'à la dernière activité en n'en laissant de côté aucune. Vous pouvez tout à fait faire des choix, euh, prendre des documents qui vous font envie, en rajouter d'autres, en enlever. Et voilà. Nous, on a proposé une démarche qui nous paraît tenir la route. On a proposé aussi une progression hein, dans la réflexion. Je pense qu'il est intéressant de garder cette progression. Maintenant, effectivement, il faut toujours adapter les documents qu'on propose à nos élèves. D'ailleurs, dans le livre du maître, on donne beaucoup de conseils de différenciation. On essaye effectivement de montrer qu'on pourrait faire ça ou si on manque de temps, qu'on pourrait éviter ça et choisir autre chose. On donne aussi d'autres documents éventuellement, hein, d'autres pistes. Les cahiers d'activité donnent aussi un certain guidage ou une certaine méthode pour utiliser les documents. Maintenant, tout dépend de votre public. Si vous avez un public qui fonctionne bien, qui travaille assez rapidement, si vous avez suffisamment d'heures, parce que ça c'est vraiment essentiel, dans ce cas, il est tout à fait possible de terminer un manuel en une année. Après, si vous avez d'autres projets qui sont menés en parallèle, si vous avez d'autres projets intéressants hein, qui sont menés en parallèle et qui se rajoutent à la méthode, bon, c'est sûr que vous n'aurez certainement pas terminé votre manuel. D'ailleurs, Zimanska nous dit qu'elle a 3 heures d'allemand par semaine et qu'elle n'a pas pu réaliser toutes les séquences, donc ça rejoint un peu ce que l'on vient de dire. Et Claire Barbillon nous signale qu'elle utilise Fantastic 1 sur 2 ans parce qu'il est impossible pour elle de réaliser toutes les séquences avec 2h30. Elle nous dit aussi que ce serait... Mais en même temps, rien ne l'interdit. Oui, que ce serait peut-être un peu moins frustrant d'avoir une unité de moins. Ah, on a du mal, on ne vous entend plus, Florence. On a perdu Florence. Nous avons perdu Florence. Alors effectivement, hein, pourtant on a essayé de faire un manuel très léger, de ne proposer que 6 unités hein, par rapport à d'autres manuels qui proposent beaucoup plus d'unités, mais on préfère de toute façon en donner plus que pas assez. Oui. Alors je ne sais pas on a perdu Florence. Notre public nous suit toujours, en tout cas, on n'a plus Florence en ligne. Oui, nous avons perdu Florence, mais ce n'est pas grave. Je vous propose qu'on passe... Je ne sais pas si on doit continuer. Est-ce que quelqu'un pourrait nous faire un petit signe? Ouais, on vous entend. C'est bon, alors on continue. C'est bon, ça marche. Ok, merci. Donc... Continuez, voilà. Ça marche. Donc on arrive au 5e point, la définition d'une problématique interculturelle. Un point qui nous a tous beaucoup occupés suite à la réforme du collège, cette idée de problématique. Alors qu'est-ce qu'une problématique? Alors une problématique doit être une question ouverte qui amène plusieurs réponses possibles et qui évite les clichés. C'est-à-dire que l'élève ne doit pas pouvoir y répondre ni simplement par oui ou simplement par non, et on ne doit pas être dans quelque chose de démonstratif. L'idée, c'est de présenter que la problématique doit présenter une dimension culturelle et ou interculturelle, de permettre un va-et-vient, une comparaison entre les cultures, ce dont nous avons déjà parlé tout à l'heure, et faire naître chez l'élève une réflexion, l'inviter à se poser des questions, et donc à s'exprimer aussi sur cette problématique. Alors c'est le parti pris par notre équipe d'auteurs hein, et on s'est dit qu'il était important de problématiser les séquences pour que les élèves soient vraiment encouragés à réfléchir. Hein.
Alors cette problématique, même si elle doit faire réfléchir les élèves, elle doit quand même rester motivante. C'est important. Il ne faut pas que ça soit quelque chose de barbant. Et il faut ça soit intéressant. Il faut qu'elle déclenche la parole, le débat, et surtout qu'elle mette en appétence, hein, c'est-à-dire pourquoi c'est important pour moi de continuer à apprendre l'allemand. Qu'est-ce qui m'intéresse dans dans ce chapitre. Alors effectivement, ce travail sur la dimension culturelle ou interculturelle, ce qui est un objectif très très important de nos séquences, doit doit donner lieu à une évaluation. Le socle commun le prévoit et il faut absolument prévoir aussi une partie évaluation de la compétence culturelle, soit dans la tâche finale, hein, on peut très bien prévoir la tâche finale comme une évaluation, ou alors dans une autre activité qui permettrait d'évaluer cette tâche, cette compétence culturelle. Mais là, il faut peut-être rester réaliste et se dire, bon, les tâches finales sont prévues à cet effet. On peut utiliser très bien les tâches finales comme évaluation de la compétence culturelle et interculturelle. Alors, on va vous montrer par exemple les différentes problématiques du manuel Fantastisch 3. Fantastisch 3. Alors, on voit bien que derrière l'idée de problématisation, il y a l'idée qu'on a développée tout à l'heure, qui est d'éviter des séquences, on va dire entre guillemets bateaux, sur les différents thèmes. Là, par exemple, sur le thème du sport, la problématique était le sport chez nos voisins allemands, un art de vivre ensemble, point d'interrogation. Et on voit bien que l'idée là derrière, c'est d'aller montrer, d'aller faire réfléchir les élèves sur la manière que le sport aurait en Allemagne de créer du lien entre les différentes, entre les personnes, entre les différentes communautés. C'est pour ça que dans ce thème, pour ceux qui ont le manuel, on a par exemple traité du thème du sport Anlass, je crois, avec l'idée de skateboard pour personnes handicapées, l'idée de l'intégration par le sport avec ce club Bund Kickboot qui intègre des réfugiés dans les clubs de sport, etc. On voit bien que là, à travers cette problématique donne un fil rouge auquel le professeur peut se raccrocher au cours de sa séquence en disant voilà, c'est ça que je veux montrer aux élèves, c'est ça que je veux leur faire découvrir, c'est là-dessus que je veux les faire réfléchir. Voilà, si on prend par l'exemple du chapitre 2 consacré donc à l'orientation professionnelle, hein, dans le Fantastic Tribe, perspective, là, on voudrait que chaque élève prenne conscience de cet atout qu'il a d'apprendre l'allemand et des opportunités que ça pourrait lui donner. Chaque élève doit réfléchir à ces opportunités. Est-ce que c'est vraiment un atout? Qu'est-ce que ça pourrait lui apporter à lui? On va donc dans toute la séquence lui donner les différents aspects. Alors, évidemment, on va voir comment on dit boulanger, on va donner tout ce lexique-là, mais on va aussi les mettre devant les différences de la formation professionnelle en Allemagne. Est-ce que une formation en alternance qui se développe de plus en plus d'ailleurs en France est intéressante, serait intéressante pour lui aussi? Et donc c'est vraiment une problématique qui doit faire réfléchir les élèves, qui doit lui permettre de se positionner en tant qu'apprenant dans son parcours, effectivement là, le parcours à venir par exemple, hein, en l'occurrence. Et ces problématiques permettent de faire progresser les élèves dans ce sens. Et on voit bien notamment sur le chapitre où on parlait de Nolwenn, perspective, qu'à la fin, au cours même de la séquence, l'élève peut être amené à s'exprimer sur cette problématique. Il pourra dire, ben voilà, moi plus tard je voudrais faire tel métier, mais j'ai découvert que l'Allemagne m'offre telle ou telle opportunité. Un autre pourra dire, ben moi je voudrais exercer tel métier, et l'Allemagne pour moi ce n'est pas une opportunité. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse à la problématique. L'élève peut vraiment se positionner par rapport à cette problématique. En tout cas, c'est vrai que ça doit pouvoir apporter des arguments
à des éléments, à une argumentation. Hein. Il est important qu'il apprenne au fur et à mesure à nuancer son propos, à, à regarder les choses comme n'étant pas figées. Voilà, donc on vous a mis sur une deuxième page les autres problématiques. Donc, par exemple, sur le thème de l'engagement, les jeunes Allemands sont-ils un exemple d'engagement? Effectivement, à ce moment-là, on va parler des différentes formes d'engagement en Allemagne, notamment pour des jeunes de 14-15 ans. Est-ce que certaines choses sont transférables en France? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Est-ce que c'est un... Il faut faire réagir les jeunes. Est-ce qu'ils se verraient aussi faire le même style d'activité? Parce que c'est envisageable pour lui. Et alors, on voit bien, si on passe, voilà, que cette compétence interculturelle et culturelle dont nous avons parlé tout au long de la présentation peut et doit être évaluée au cours de la séquence. Alors, si on prend par exemple le projet qui est présenté ici à la page 41, qui est sur donc, le projet final du thème de l'amitié, les élèves doivent discuter sur le thème. Préfèrent-ils faire un échange à Berlin ou bien un voyage de classe dans une auberge jeunesse, rester entre Français ou aller plutôt à la rencontre de familles allemandes dans des familles d'accueil, en hébergement d'accueil. Voilà. Et à ce moment-là, ils ont la capacité, ils ont la possibilité de réemployer ce qui aura été vu au cours de la séquence, tout ce qu'ils auront appris de la culture, sur Berlin, etc., pour se justifier, pour argumenter. Et à ce moment-là, à partir du moment où on évalue cette compétence culturelle, eh bien, elle apparaît dans les critères, puisque vous voyez dans la grille d'évaluation qui est proposée dans le livre du professeur, l'item, je réutilise à bon escient les connaissances acquises dans l'unité, mes arguments sont variés et pertinents. Donc, dans Fantastisch, donc chaque séquence donne lieu à une évaluation sous forme de tâche finale, et on a proposé pour chaque séquence des grilles d'évaluation prêtes à l'emploi entre guillemets, qui intègrent cette dimension culturelle et cette compétence culturelle et interculturelle. Voilà, et donc dans le livre du professeur, un manuel livre du maître, hein, vous avez des grilles d'évaluation qui sont proposées et qui reprennent donc les critères qui sont proposés dans le LSU, dans l'évaluation du socle. Très bien. Alors voilà. Pour terminer sur cette partie, on a quelques petites questions. Donc Sylvia Genonceau nous demande pourquoi les consignes dans Fantastisch 1 sont en français et idem pour les problématiques dans Fantastisch 3. Alors, au niveau de la compréhension, puisque là il s'agit vraiment de la compréhension des consignes, on ne va pas précipiter les choses et on veut que ça se fasse de manière très très progressive. Les débutants doivent avoir leur consigne en français, en tout cas dans le cahier d'activité. Et en ce qui concerne les problématiques dans Fantastisch 3, effectivement, elles sont encore en français parce qu'il nous paraissait prématuré de les donner encore en allemand. Là, on va dire que ce qui est plus important, c'est qu'ils comprennent quelle est la problématique plutôt que de savoir, de comprendre la question. Ça n'apporte pas grand-chose à nos yeux. Là, l'enjeu est plus, on va dire, de formation que linguistique. Sandrine Quenet nous dit qu'elle réutilise les grilles telles que vous les proposez, elle, et elle dit que c'est la vraie plus-value du manuel, en fait, d'avoir des problématiques, parce que ça permet aussi de préparer en douceur les élèves au lycée. Voilà, effectivement, nous sommes l'une des rares méthodes à proposer des problématiques.
à l'inscrire telle quelle dans notre manuel, parce que c'est la démarche qui nous semble être la plus efficace, compte tenu effectivement des horaires de plus en plus restreints qui nous sont attribués. Alors à noter que les fiches, les grilles d'évaluation dont parlait Sandrine, que vous trouvez dans le livre du professeur, n'indiquent pas comment dire, le barème par point. C'est-à-dire que nous avons privilégié un positionnement par acquisition, satisfaisant, très satisfaisant, et pour que chaque professeur soit libre d'attribuer un nombre de points en fonction des différents critères. Voilà, après maintenant ceux qui préfèrent utiliser les notes, on peut très bien construire son barème facilement grâce aux critères qui sont... Oui, Audrey Vauche-Vanet nous dit que les grilles sont en effet vraiment utilisables telles quelles et transférables et que c'est un vrai atout. Je pense que ça fait gagner beaucoup de temps, effectivement, surtout quand on a, voilà, en fin de trimestre ou même au fur et à mesure des évaluations par compétences à donner de plus en plus souvent. Effectivement, on va favoriser le côté pratique. Oui. Et puis pour terminer là-dessus, donc dans Fantastige 2 et 3, nous avons donc les tâches intermédiaires et tâches finales. Lorsqu'elles concernent une activité langagière bien précise, comme de l'expression écrite, de l'expression orale en continu ou de l'expression orale en interaction, peuvent faire office d'évaluation. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de prévoir, en plus de ces tâches intermédiaires au final, des évaluations. Même si, pour chaque séquence dans le livre du professeur, nous avons prévu des activités de test, d'évaluation de la compréhension de l'oral, de la compréhension de l'écrit. Oui, et ces grilles ont apparemment beaucoup de succès puisque Madame Prévost nous dit que les grilles sont aussi un atout parce qu'elles valorisent ce que les élèves savent faire en ne les réduisant pas à une note. Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs le but de l'enseignement, c'est de mettre l'accent sur ce qu'ils ont appris et pas de mettre l'accent sur ce qu'ils ne savent pas encore ou ce qu'ils ne maîtrisent pas. Et Audrey Vauche-Vanet nous dit que c'est également parfait pour l'évaluation des compétences en parallèle au DNB. Oui, tout à absolument. fait. Et puis, effectivement, au bout du compte, finalement, on nous demande de toute façon de positionner les élèves par rapport à aux critères du VLSU ou du socle commun. Et là, il faut effectivement s'y coller. Donc, voilà, chacun réfléchira ou chaque établissement réfléchira après à l'utilité effectivement de l'évaluation chiffrée. Très bien, donc je crois que c'est tout pour les questions. On peut peut-être passer à la toute dernière partie, donc un petit résumé des points forts de la méthode Fantastige. Voilà, alors pour ceux qui sont encore indécis, voilà, c'est vrai que notre souci ou tous nos efforts ont été mis dans l'entrée par la culture. Dès la page d'accueil, on veut vraiment que les élèves soient dans le bain culturel. L'entrée par la culture est primordiale. C'est ce qui est pour nous très très important. Nous avons aussi mis en avant cette problématique culturelle ou interculturelle, selon les unités. Ça, c'est vraiment un des grands points forts de notre méthode, c'est qu'on est quasiment les seuls à avoir proposé une problématisation de toutes les séquences sur les différents niveaux. Voilà, évidemment, on a proposé une variété de supports authentiques qui permet d'effectuer des choix selon le profil de ces classes. On en parlait tout à l'heure. On n'est pas obligé de tout faire, on peut choisir du moment que, bien sûr, au niveau progression de l'idée et progression aussi linguistique, ça tienne la route. Voilà. Il y a également un point sur lequel on n'a pas insisté aujourd'hui parce que ce n'était pas l'objet de la présentation, mais dans les pages de grammaire, on a privilégié une approche contrastive de la grammaire, c'est-à-dire que dès que c'était possible, on a proposé des comparaisons, des va-et-vient entre la grammaire allemande et la grammaire anglaise ou française. Voilà, alors là, effectivement, c'est un peu aussi la même démarche, mais au niveau de la grammaire, c'est-à-dire que on va mettre l'accent ou le coup de projecteur sur les choses qui se ressemblent et on va aussi leur montrer, attention ici, c'est un petit peu différent, pour qu'ils apprennent plus vite, plus efficacement les nouveaux faits de langue.
Un point fort également, c'est la proposition dans chaque séquence d'au moins une activité qui propose une démarche différenciée, qui est donc détaillée à chaque fois également dans le livre du professeur. Démarche de différencier, donc il y a ceci de particulier que, en tant qu'enseignant, on peut la mettre en œuvre ou pas. On peut choisir de proposer la même chose à tous les élèves ou de privilégier la démarche différenciée. Et voilà, ça c'est vraiment un atout de la Voilà. méthode. À chaque fois qu'il y a une démarche de différenciation qui est proposée, il y a un petit logo Oui, qui qui le spécifie. spécifie. Et puis notre dernier point, ce sont les cahiers d'activité adaptés aux élèves ayant des difficultés d'apprentissage, par exemple des élèves dyslexiques. Donc effectivement, on a fait attention aux polices de caractère, à la formulation des consignes, à la densité aussi du texte par rapport aux images. Et on a essayé d'éviter le plus possible les tableaux à double entrée qui peuvent mettre les élèves en difficulté. Oui, et d'ailleurs, Madame Prévost fait remarquer que ce qui est un plus pour les élèves aussi, c'est le fait que les cahiers d'activité soient en couleur, parce que ça change tout pour eux. Oui. Voilà, pas seulement pour les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, pour les autres c'est bien. Oui, d'ailleurs, on précise qu'elle a testé le cahier avec des élèves en situation de handicap ou ayant de grandes difficultés et que les retours sont très positifs. Voilà, c'est un cahier qui nous a valu d'ailleurs le soutien de l'ANAPEDIS, qui est l'association nationale des parents d'enfants dyslexiques. Donc ils ont reconnu nos efforts en fait pour s'adapter aux enfants dyslexiques ou en difficulté de lecture. Alors, je regarde si on a encore quelques questions, n'hésitez pas. Alors, Martina Lehner nous dit que pour les élèves ayant des difficultés d'écriture, les espaces du cahier sont un peu trop petits d'après son expérience. Alors, c'est vrai qu'on est quand même un peu contraint au niveau éditorial par l'espace de la page, mais on essaye de faire de notre mieux et sur Fantastige 4e année qui est en cours d'élaboration, on essaiera de renforcer encore cet aspect-là, de laisser un peu plus d'espace à l'élève pour écrire. Alors, on nous demande aussi pourquoi proposer les mêmes exercices dans le cahier et dans le manuel. Il y a peut-être une impression de doublon parfois. Alors, j'imagine que c'est en partie pour faciliter la réalisation des exercices du livre et pour faire gagner du temps en classe. Alors, en fait, je pense qu'on a essayé d'éviter cette situation le plus souvent possible. Les exercices qui sont repris, c'est quand il s'agit par exemple de travailler sur une compréhension de l'écrit, où il faut faire du repérage, peut-être travailler sur le texte, surligner, surligner en différentes couleurs, où il faut vraiment encourager l'élève à s'approprier le texte. Là, on les a reproduits, on a reproduit les documents dans le cahier d'activité. Sinon, on a vraiment fait attention à ce que ça soit d'autres activités qui soient proposées. En tout cas, sur Fanta 2 und 3, c'est sûr. On a vraiment mis l'accent là-dessus. C'est vrai que par exemple, pour les activités de compréhension dans Fantastige 2 et 3, dans le cahier, on privilégie les activités de stratégie, de mise en place de stratégie, donc vraiment d'entraînement dans le manuel. Et à ce moment-là, dans le TD, il peut y avoir des activités qui seront peut-être plus de la discrimination auditive, où l'élève devra peut-être cocher des choses. Voilà, donc ça vient peut-être plus se compléter. A priori, comme le dit Nolwenn, il n'y a pas tellement de redites, il y a peut-être des choses qui viennent se compléter, où on peut faire plutôt l'un ou plutôt D'ailleurs, Madame Touka-Lacroix nous dit que pour la compréhension de l'oral, on trouve aussi des aides différenciées dans le cahier d'activité, donc pour elle, il n'y a pas vraiment de doublon, y compris dans Fantastige 1 qu'elle connaît bien. Voilà. C'est ce qu'on préconise aussi dans le livre du professeur. En fonction du profil des élèves, on dit souvent que le professeur pourra plutôt privilégier la démarche proposée dans le livre, ou alors l'activité du cahier d'activité, ou encore une autre démarche. Alors voilà, comme ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, le professeur connaît bien ses élèves, connaît leurs besoins et pourra décider de travailler tel ou tel exercice plutôt qu'un autre. Effectivement, si on fait tous les exercices du cahier d'activité, en plus de tous les exercices du livre, on n'aura pas fini, c'est clair. Je pense que sinon, il faut choisir. Le manuel peut vous faire 3 ans. Sinon. Voilà, donc
comme je le disais tout à l'heure, comme on le disait tout à l'heure, on a préféré en mettre un peu plus pour que, il y ait quelque chose à travailler dans la méthode. Maintenant, chaque professeur est responsable de la progression de sa classe et choisit les activités qu'il leur Et je précise propose. d'ailleurs que la directrice de collection, Madame Jocelyne Macarini, qui est également l'inspectrice de l'Académie de Nancy-Metz, a réalisé une vidéo pour présenter le cahier d'activités, enfin les 3 cahiers d'activités de la collection Fantastiche, et qui est une vidéo bien illustrée que vous pouvez voir sur le site internet des éditions Maison des Langues, qui vous donne pas mal d'indications. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions, peut-être, sur l'ensemble de la conférence ou bien sur la méthode Fantastiche en particulier, sur les périphériques? A priori, je pense que c'est tout. Bah, écoutez, je vous remercie tous infiniment pour cette conférence. On a été ravis de pouvoir échanger avec vous. J'espère que c'est réciproque. En tout cas, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse info@emdl.fr, EMDL comme édition Maison des Langues. On serait vraiment heureux de savoir si ça vous a plu, s'il y a des choses qu'on peut améliorer pour les prochaines fois et surtout si vous souhaitez qu'il y ait de prochaines fois et éventuellement sur quel sujet. Voilà, on est preneur de toutes les suggestions. Merci beaucoup Nolwenn et Sébastien. Merci à tous. Merci à vous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.